Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du cours de philosophie et citoyenneté. Aujourd'hui, je vous propose de nous plonger dans un chapitre, dans une UAA qui s'appelle Liberté et responsabilité. Et vous voyez l'image que j'ai mise, elle correspond à cette tension qui existe entre ces deux concepts. À la fois, ce jeune homme peut voir s'offrir une grande liberté de pouvoir avoir les clés d'un véhicule qui va l'emmener où il veut, où il le désire, mais en même temps, avec la liberté, vient une sacrée dose de responsabilité. Responsabilité pour lui-même de ne pas se tuer sur la route, mais pour les autres qu'il va pouvoir croiser, ceux qui seront éventuellement dans le véhicule avec lui, mais prendre aussi soin du véhicule en lui-même. Donc, on comprend qu'avec la liberté, qui augmente la responsabilité aussi. Et pour parler de ce sujet, eh bien, j'ai décidé de me pencher sur la question des caricatures, puisque les caricatures se trouvent bien au centre de cette tension entre les libertés, à la fois d'expression, de presse, le droit au blasphème, mais aussi sur les responsabilités que cela engendre. Le but de ce cours n'est pas de vous faire aimer les caricatures, mais un peu comme quand on est enfant, on apprend à goûter de tout pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et bien là, l'idée est la même, c'est de apprendre à comprendre ce que sont les caricatures pour pouvoir savoir si on les aime, si on les aime pas, mais pouvoir aussi argumenter. Ce cours va se diviser en 4 chapitres. Celui d'aujourd'hui, ce sera une partie plutôt théorique, où on va découvrir c'est quoi une caricature, quelles sont les différentes formes, quelle est son histoire, mais aussi quels sont les concepts qui se cachent derrière. Dans une prochaine vidéo, on parlera plutôt de pratique, on partira d'une caricature, une qui avait fait scandale et qu'on va essayer de décrypter. Dans une troisième vidéo, ce sera plutôt informatif, où on va voir quelles sont les différentes formes de caricature, les différentes formes d'humour, les arguments pour, les arguments contre. Et on terminera avec une partie plutôt philosophique, où on s'intéressera sur ces concepts de liberté, de responsabilité et de la tension qui existe entre les deux. Commençons donc aujourd'hui avec une partie théorique. Et posons-nous, pour commencer, la question, qu'est-ce qu'une caricature ? Pour avoir une caricature, cela démarre d'un dessinateur. Il n'est pas toujours bon, des fois ses dessins ne sont pas esthétiquement très beaux, mais c'est pas ce qu'on lui demande en premier. Le dessinateur va s'inspirer d'un fait d'actualité ou d'un personnage public et va le représenter par un dessin, mais en exagérant les traits. Le but, ce sera aussi de faire passer un message, et donc là, le fait qu'il caricature cet homme avec un nez aussi long, eh bien c'est pour faire référence, vous l'aurez compris, à Pinocchio. Pinocchio qui est ce pantin qui, quand il mentait, avait son nez qui s'allongeait. Et donc le message qui est envoyé, c'est de dire qu'en fait cet homme qui est en train de prendre la parole et dire des choses, eh bien, est un menteur. La réaction qu'il attend du public, eh bien évidemment, c'est le rire. Mais pas seulement, et je vais même dire en fait, pas principalement. Le but, c'est de faire réfléchir, d'amener l'opinion publique à réagir. Et donc, il utilise l'humour pour faire réfléchir, mais des fois, l'humour des uns n'est pas celui des autres, et les caricatures, là où elles font rire et sourire certains, vont en fâcher d'autres. Mais à la limite, le caricaturiste s'en fiche, puisque ce qu'il veut, c'est provoquer une réaction de l'opinion publique, de le faire réagir. Et que ce soit en riant ou de manière par le mécontentement, eh bien s'il arrive à faire réfléchir, le caricaturiste a réussi son job. Partons maintenant à la découverte des différentes formes de caricature qui existent. La plus connue, c'est quand un dessinateur, un caricaturiste, va partir d'un portrait humain et le dessiner en exagérant les traits, tout particulièrement les défauts. Regardez ici, essayez de reconnaître de qui il s'agit. Emmanuel Macron, bien évidemment, Mr Bean, Stromae ou encore Barack Obama. Ici, on voit bien que les portraits ne sont pas à l'identique, mais comme on le disait, le caricaturiste va prendre un défaut du visage, des oreilles qui déjà sont un peu grandes, mais il va les surdimensionner. Et c'est pour ça que le caricaturiste est des fois un peu piquant, parce que nos défauts, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Toujours les cacher. Et là, lui, il les met en avant. Et c'est la même chose dans la société. Il y a des sujets dont on préfère ne pas parler, des sujets qui sont un peu tabous, et le caricaturiste va les mettre en lumière, les mettre en avant. Donc on parle de dessin, mais on peut aussi parler de texte. Vous connaissez tous, j'imagine, les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, ou encore le lièvre et la tortue. La Fontaine n'avait que faire du règne animal. En fait, il voulait dénoncer des attitudes qu'il voyait dans la société. Mais comme il ne voulait pas citer les gens nommément par peur de représailles, eh bien il les mettait sous des traits d'animaux.
Par exemple, quand il voulait critiquer les gens de la haute société qui aimaient se faire flatter, être flattés ou recevoir des compliments, et agissaient pour lui de manière totalement idiote pour cela, eh bien il va les dépeindre sous les traits d'un corbeau qui, pour quelques compliments, va laisser tomber son fromage. Continuons, après les textes, eh bien il y a aussi les sculptures. À gauche, une sculpture du XVIIe siècle, le nez n'est pas un accident. À droite, vous aurez reconnu les traits de Johnny Hallyday. Mais des fois aussi, la caricature prend les traits de marionnette. Vous connaissez tous cette émission. Je m'appelle Donald. Kim Jong, C'est quoi ta principale qualité? psychopathe. Et toi? Raciste. J'adore. Est-ce que tu as déjà tué un membre de ta famille? J'en rêve. Ma femme surtout. C'est quoi ton plat préféré? Le polonium. Qu'est-ce que tu trouves le plus moche chez toi? Mes cheveux. Pareil. Alors ici, vous aurez reconnu l'émission des Guignols qui revient sur, il y a 2-3 ans, la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Là où il y a un trait d'humour, c'est qu'ils imaginent cette rencontre qui était vraiment historique comme un speed dating, ces rencontres où on a 2 minutes pour se séduire. Le message qui est envoyé là-dedans, puisque le caricaturiste envoie aussi toujours un message, c'est de se dire, finalement, qu'on soit Donald Trump, le président d'une des plus grandes démocraties, ou un dictateur coréen, et finalement, ces deux-là ont pas mal de points en commun. Mais ça peut prendre aussi d'autres formes, comme par exemple les imitations à la radio. Me présente, On n'est pas couché. c'est la moindre des choses, Jean Castex, l'homme qui a révolutionné, dit-on, la ponctuation de notre belle langue, puisque je n'utilise pas des virgules ni des points-virgules, mais des canyons entre chaque mot et parfois même chaque syllabe. Bien, monsieur Cab. Ici, vous aurez reconnu Nicolas Canteloup, qui est un imitateur notamment à la radio, et on peut aussi le classer comme une caricature, puisque là, il caricature Jean Castex, le Premier ministre français, qui, c'est vrai, a un accent du Sud, et fait des trous comme ça entre ses phrases, mais pas à ce point-là. Il exagère, il caricature, et dans ces caricatures auditives, audio, eh bien, au-delà d'être ressemblant, c'est surtout d'exagérer, de faire passer un nouveau message sur la politique française, etc. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt les caricatures, les dessins de presse. Ici, celui que vous voyez être en train de dessiner, c'est Pierre Kroll, qui est un dessinateur, un caricaturiste belge, qui fait des dessins pour le journal Le Soir, très connu. Vous reconnaissez ici le dessin de Elio Di Rupo. C'est un métier vraiment particulier, puisque en général, ils n'ont que quelques heures en fonction de l'actualité pour faire un dessin. Et c'est pas toujours évident, pensez à des périodes troubles que la Belgique peut passer, comme des attentats, l'affaire du trou. C'est pas toujours évident, il faut souvent beaucoup de créativité pour pouvoir faire un dessin de presse qui puisse paraître dans les quelques heures qui viennent. Passons à l'histoire de la caricature. Quelle est l'histoire de la caricature? Au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup des caricatures à cause des attentats Charlie Hebdo, de l'assassinat du professeur Samuel Paty, des caricatures du prophète. Et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, il faut remonter le temps. Je vous propose de repartir très loin à l'Antiquité, avec une des caricatures les plus anciennes qu'on ait retrouvées. Elle a été retrouvée à Rome. Elle date du 3e, 4e siècle. C'est une gravure. On va faire ressortir les traits. Et peut-être vous reconnaissez par vous-même cet homme avec les bras grands ouverts. C'est une caricature de Jésus. Et au lieu de lui mettre une tête humaine, on lui a mis une tête d'âne. Encore aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « tu es un âne », vous comprenez qu'on n'est pas en train de lui faire un compliment. Et cette caricature, eh bien, elle est une moquerie de la part des païens, c'est-à-dire des non-croyants, envers les chrétiens, qui croyaient qu'un homme crucifié sur une croix pouvait être le Fils de Dieu. Et ça nous montre que, finalement, les caricatures qui se moquent des religions ne sont pas une invention moderne, mais datent d'il y a très longtemps, puisqu'il y a déjà 1700 ans, on se moquait déjà des religions. Au Moyen-Âge, là, on a peu de traces. Pourquoi ? Parce que les caricatures étaient faites sur papier et peu nous sont parvenues. On sait par exemple qu'il y avait des gargouilles. Les gargouilles étaient des sculptures qu'on mettait sur les églises afin d'effrayer les esprits mauvais. Les moyenâgeux étaient très superstitieux. Mais c'est aussi à cette époque-là qu'on va caricaturer des rois. Là, ici, Philippe le Bel, à nouveau, on met une couronne sur une tête d'âne. C'est aussi à cette période qu'on commence à montrer des traits humains sous forme d'animaux.
et qu'on va commencer à exagérer les traits physiques du visage. Je vous rassure, vos ancêtres ne ressemblaient pas à ça, mais c'est à cette période-là qu'on va commencer à exagérer les dimensions du nez, du menton, des oreilles. On en arrive à la Renaissance, le XVIe siècle, où une invention va révolutionner les caricatures, c'est l'imprimerie, qui va permettre qu'un dessin, au lieu de rester juste en exemplaire unique, l'original, va pouvoir être imprimé et distribué à très large échelle. Ceux qui vont particulièrement en profiter, ce sont les protestants. Cette nouvelle forme de christianisme qui voulait s'opposer au pape. Ici, on voit une caricature protestante où des paysans protestants montrent leurs fesses au pape et lui pètent au visage. Alors cet humour un peu pipi-caca, un peu grivois qu'on retrouve dans les caricatures encore aujourd'hui, eh bien finalement date d'il y a très longtemps, puisqu'en une image on essaye de faire rire, eh bien on montre des fesses, c'est un petit peu coquin, ça fait rire, ça fait sourire. Si on continue, on en arrive au 18e, 19e siècle. C'est réellement à cette période-là qu'en France les caricatures vont exploser. Fin du XVIIIe siècle, bien évidemment en France, ce qui marque la fin du XVIIIe siècle, c'est la Révolution française. Le roi et son épouse sont guillotinés et on met en place l'embryon d'une démocratie où le gouvernement est représenté par 3 groupes, le tiers-état qui représente le peuple, le clergé, l'église et la noblesse. Bien évidemment, 2 d'entre eux, la noblesse et le clergé, profitent et manipulent le peuple, mais qui dans les caricatures va faire comprendre cette réalité. Ce sont les héritiers de la caricature française née pendant la Révolution. De ces dessins où s'exprime l'oppression du tiers-état par la noblesse et le clergé. C'est le moment donc, où la caricature va se développer. Et tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, ce phénomène va s'amplifier avec la migration de la caricature sur feuille volante vers le journal et les capacités d'impression croissantes des journaux. Le dessinateur interpelle ainsi les lecteurs sur les tares de la société, les excès du pouvoir, comme ces députés gras et avachis. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça va exploser, les caricatures vont vraiment exploser avec la Révolution française. Regardez par exemple cette caricature, on est en 1791. On voit là, on a déjà les éléments de la caricature telle qu'on la connaît. Donc c'est avant même la République, mais on est sur une caricature où vous avez un truc un peu grivois, hein, on voit des fesses, c'est un peu coquin. On a la dénonciation politique d'une autorité, en l'occurrence ici la papauté, le clergé. Et ce rapport à la religion, il va marquer vraiment l'histoire de la caricature en France. C'est donc à la Révolution que la caricature devient une vraie tradition française, notamment en critiquant le rôle du clergé et de la noblesse, mais aussi la religion. Ces caricatures vont être de plus en plus répandues avec l'expansion des journaux. Mais, après quelques péripéties, un nouveau roi est installé en France, le roi Louis-Philippe, qui va refuser qu'on le dessine dans la presse. Dans les journaux, puisqu'on ne peut pas mettre de photos, on faisait beaucoup de dessins, mais le roi refuse qu'on le dessine. Et donc, un caricaturiste va avoir une idée pour contourner cette règle, mais ça va lui coûter cher, regardez. C'est une caricature réalisée en 1831 par le grand Honoré Daumier. La revue s'appelle La Caricature, elle a été créée quelques mois plus tôt, dessin qui s'appelle Les Poires de Honoré Daumier. Ça va créer un scandale dans la société de l'époque, ça va toucher beaucoup de gens parce que la société est assez peu lettrée, et donc beaucoup d'illettrés voient le dessin et comprennent évidemment ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de codes pour savoir que c'est une critique du monarque. On va ensuite interdire de caricaturer le monarque. Honoré Daumier ira en prison 1 an plus tard pour une autre caricature de Louis-Philippe en Gargantua. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette caricature-là, elle va marquer les esprits. D'abord, vous la connaissez aujourd'hui. Et puis en 1848, quand Louis-Philippe sera renversé par une révolution qui fera naître la Deuxième République, les gens dans la rue crieront « Vive la République, à bas la poire molle ». Ça dit à quel point la caricature peut avoir des conséquences politiques et que ce n'est pas qu'un petit dessin dans un coin. Voici donc Honoré Daumier, qui est considéré comme un peu un des pères de la caricature en France. Et la caricature qui le rend célèbre, c'est quand, pour contourner l'interdiction de représenter le roi Louis-Philippe, il va partir de son visage pour le dessiner sous les traits d'une poire. Quelques années plus tard, lorsqu'il va faire cette illustration-là, eh bien, le roi va le jeter en prison. Vous comprenez maintenant que les caricatures envoient un message. Ici, on comprend que le roi est nourri par les efforts du peuple.
Et ça nous donne un premier élément de la caricature à la française. Il y a comme 4 ingrédients qui vont amener aux caricatures qu'on connaît aujourd'hui. Et un premier ingrédient qui se met en place déjà au moment de la Révolution française, c'est une culture de la caricature. En 1881, une date très importante, la liberté de la presse est consacrée en France. C'est-à-dire que l'État n'impose plus de censure à la presse. On peut écrire, imprimer ce qu'on veut. Du coup, à la place du politique, les caricatures vont s'attaquer à leur autre grand cheval de bataille. Dans le sillage de la Révolution, la France de la Belle Époque dénonce l'emprise de l'Église sur la société avec l'assiette au beurre. Certains changent même les paroles de la Marseillaise pour la cause de l'anticléricalisme. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux. Et finalement, en 1905, la loi consacre la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, fonde désormais la République. 1905, c'est donc l'année où la France décide de séparer complètement État et Église. La religion n'a maintenant plus aucune influence à avoir sur la politique. Ce qui nous paraît normal à nous au XXIe siècle, mais qui était une véritable révolution il y a 100 ans, mais qui n'est pas encore le cas partout dans le monde. Il y a encore de nombreux pays, notamment au Moyen-Orient, où la religion a une forte influence sur la politique. Mais ça nous révèle du coup un deuxième ingrédient de cette caricature à la française, après la culture de la caricature qui s'installe à la Révolution, c'est la critique des religions, qui est un élément fondateur principal de la caricature à la française. D'ailleurs, 1905, quand l'Église et l'État vont se séparer, eh bien les caricaturistes vont célébrer ça. Regardez. En 1906, regardez cette image, vous avez Grandjean qui dessine la République, en tout cas une allégorie de la République, qui a fait tomber Jésus de son crucifix, qui l'abat physiquement, donc c'est extrêmement violent en plus, ça fait rire parce qu'il y a les fesses de Jésus qui sont apparentes, vous voyez, toujours ce rapport un peu grivois avec une forme de sexualité, une forme de liberté dans le dessin, parce que celui qui dessine, il veut absolument imposer la liberté, et il lutte contre tout ce qu'il considère être des obscurantismes qui empêchent à la liberté d'exister. On en arrive donc au XXe siècle, et comme la France a consacré la liberté d'expression, eh bien l'État, la politique n'est plus la cible principale des caricaturistes, mais ça devient, comme on l'a dit, la religion. Après cette période, ce qui marque assurément le début du XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale. Mais encore une fois, eh bien les événements vont rajouter encore un ingrédient à cette fameuse caricature française. Et dans la République, quel que soit le tragique des événements, une tradition s'enracine dès 1915 avec le Canard enchaîné, rire de tout. Rire de tout devient donc un troisième ingrédient de la caricature française. Effectivement, l'humour français est assez piquant. Il ose rire, se moquer de tout. Des handicapés, des homosexuels, des religions, des Noirs, des Arabes, des Juifs, de tous les sujets. Il n'y a aucun sujet que l'humour français passe sous silence. Et il faut bien comprendre que ce genre d'humour ne passerait pas dans toutes les cultures. On en arrive maintenant entre l'entre-deux-guerres à une période assez triste de la caricature, avec notamment ce genre de caricature-là. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de caricatures antisémites, tantôt françaises, tantôt allemandes, où on met en avant la soif d'argent des Juifs, le soi-disant complot juif pour dominer l'Europe, etc., etc. C'est donc une période assez triste pour la caricature, cette entre-deux-guerres, où les caricatures, au lieu de dénoncer le pouvoir en place, vont plutôt le servir. On en arrive à la période de l'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État français va encourager ses citoyens à faire de nombreux enfants. Et beaucoup de bébés vont naître à la fin des années 40, début des années 50. On va appeler ça le baby-boom. Sauf que 20 ans plus tard, ces charmants bambins deviennent des adolescents pleins d'hormones et au mois de mai 1968 vont entraîner la France dans de nombreux mouvements de protestation et des manifestations notamment à Paris très violentes où notamment on arrache les pavés des rues parisiennes pour les jeter sur les CRS. Le slogan de cette époque-là, vous l'avez en haut à droite, il est interdit d'interdire. Et ça pose finalement le quatrième ingrédient à la caricature à la française. Une culture de la caricature, la critique de religion, le fait de rire de tout, et le quatrième ingrédient, une soif de liberté. C'est ce qui explique que dans les années 60, eh bien, les journaux
et les caricatures vont aller toujours de plus en plus loin dans la provoque. Ni Dieu ni maître, voilà la marque de fabrique en 1960 d'Harakiri. Journal satirique bête et méchant, sans tabou, tendance anticléricale, grivois. Des revues genre Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, qui va commencer à développer des fanzines avec des caricatures, notamment contre les fascistes, notamment contre l'Église toujours, notamment contre le pouvoir en place. Et pour l'anecdote, Charlie Hebdo va naître d'un blasphème, puisque Harakiri publie au moment de la mort du général de Gaulle, non pas un dessin, mais un article avec un titre « Balle tragique à Colombey, un mort ». Le mort, c'est Charles de Gaulle. Le pouvoir gaulliste à l'époque trouve cela absolument scandaleux, va faire interdire Harakiri, qui une semaine plus tard reparaît sous le nom de Charlie Hebdo et va continuer à produire des caricatures contre toujours les mêmes, hein, le pouvoir en place, la religion, les fascismes, bref, avec l'extrême droite, avec une série d'adversaires qu'ils ne vont cesser de critiquer, d'attaquer. C'est la fin d'Harakiri, mais il renaît sous le nom de Charlie Hebdo. On prend les mêmes et on recommence. 68 est passé par là, il est interdit d'interdire. Charlie Hebdo, c'est alors l'insolence en toute liberté, ce qui fait dire à Cabu en 1981. L'Église est moins présente, l'armée c'est le dernier tabou, je crois. Et vous avez donc à la fois ici la dernière une de l'hebdo Harakiri où on se moque de la mort du général de Gaulle, mais aussi le premier exemplaire de Charlie Hebdo qui est son successeur où on a juste changé l'équipe et le nom. Et vous comprenez aussi pourquoi du coup on appelle ça Charlie Hebdo en référence à Charles de Gaulle. Charlie Hebdo va continuer dans les années 70, 80 et 90 avec des unes toujours plus provocantes en 1970, en 1978 et un peu plus tard à la mort de Michael Jackson. Après, ce qui va marquer le monde à partir de 2001, ce sont les attentats terroristes islamistes. Et donc c'est sur cela que Charlie Hebdo va faire ses unes, puisque c'est ça qui fait l'actualité. Le lendemain des attentats de New York, Charlie Hebdo sort cette caricature-là en une, où on y voit Ben Laden qui se vante d'avoir fait cet attentat sans les mains. Après les attentats du 13 novembre à Paris, celle-ci, ils ont les armes, on les emmerde, on a le champagne, ou après les attentats à Bruxelles, mettant en scène Stromae. Et c'est dans ce contexte que Charlie Hebdo va à plusieurs reprises caricaturer le prophète Mahomet, et qu'en 2015, finalement, il y aura un attentat à Charlie Hebdo qui va coûter la vie à plusieurs journalistes. Aujourd'hui, c'est un phénomène de société interpellant qui se produit entre le rôle de l'État et de la société. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec les caricatures de Mahomet, c'est qu'on voit l'évolution de la société, encore une fois, avec les caricatures, avec ce que certains considèrent comme un blasphème, puisque Harakiri est mort d'un blasphème condamné par le pouvoir, puisque c'est le pouvoir gaulliste qui avait interdit Harakiri après le titre « Balle tragique à Colombey, un mort », et c'était la société qui avait continué à acheter Charlie Hebdo, donc qui était au contraire pour plus de liberté. Aujourd'hui, vous avez un blasphème, que certains considèrent comme un blasphème, l'État le protège en disant « en France, on caricature autant qu'on veut, mais c'est d'une partie de la société qu'il y a une demande de censure ». Voilà donc qui termine cette première partie de la vidéo sur la théorie des caricatures. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ce qu'est une caricature et sur les formes et son histoire. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans une deuxième partie théorique où nous pourrons nous pencher sur les concepts qui se trouvent derrière cela, la liberté d'expression, la liberté de la presse et le droit au blasphème. À bientôt.